Bonjour à tous, c'est Zimbabwe et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, hein. Donc là évidemment j'entends déjà les rageux qui vont me faire ouais, Zimbabwe, c'est l'abus, ça fait une semaine il n'y a pas eu de vidéo, qu'est-ce qui s'est passé? Moi je vais vous répondre, mais qu'est-ce qui se passe après la mort? Vous savez pas non plus. Donc voilà, il y aura toujours des questions qui resteront sans réponse pour certains, alors que moi, j'ai réponse à ces deux questions. Voilà, donc aujourd'hui, hein, je reviens quand même pour un jour plutôt spécial, le 1er mai. Donc le 1er mai, tout de suite, hein, ça fait tilt, c'est un jour férié, donc on ne peut rien faire évidemment. Donc c'est le jour de la journée internationale des travailleurs dans de nombreux pays qui commémore la lutte pour la journée de 8 heures. Donc la journée de 8 heures, qu'est-ce que c'est? C'est la revendication de travailler au maximum 8 heures par jour, et la revendication historique du mouvement ouvrier dans tous les pays. Mouvement ouvrier donc représenté par ce bon vieux drapeau rouge, donc très important pendant le 19e siècle et pendant le 20e siècle, hein, évidemment. Parce que qu'est-ce qui s'est passé au 19e siècle? Il y avait la révolution industrielle. La révolution industrielle, vous allez me dire, ouais, c'est trop bien la révolution industrielle et tout. Il y a eu Watt, il y a eu la photographie, charbon, il y a eu le pétrole après, le téléphone, l'ampoule électrique. Alors oui, c'était bien. Voilà, regardez tout ce qu'il y a eu. Waouh. C'est beau. Sauf que bon, ça fait aussi beaucoup de pauvres, hein. Et les gens, ils travaillaient beaucoup à cette époque-là. Ils travaillaient 12 heures par jour, même les enfants, c'était un truc complètement abusé, hein. Même au Moyen-Âge, on travaillait pas autant qu'au 19e siècle, hein. Eh ouais, l'histoire, c'est pas juste... on évolue, quoi. Des fois, c'est bien, des fois, c'est moins bien, dans certaines conditions. Pour le travail du 19e siècle, c'était bien la merde. Donc, tiens, date fin du 18e siècle, ouais, ça a pris son berceau au Royaume-Uni, puis ensuite, ça commence la Belgique, France, Suisse, donc le pays francophone, puis ensuite en Allemagne, puis Suède, Japon, États-Unis, puis ensuite Espagne, Italie, Autriche, Hongrie et Russie. Donc, voilà, donc le mouvement ouvrier, donc qui est représenté par le drapeau rouge. Alors, si vous connaissez pas le drapeau rouge, quand même, vous connaissez-le, hein, regardez, vous voyez l'Union soviétique, vous voyez le drapeau de la Chine, ils sont tous rouges. Et vous savez d'où il vient, le drapeau ouvrier? Il vient de la France. Et ça, c'est beau, quand même. Oui, il est nettement plus ancien que le socialisme, et surtout devenu, en fait, il s'est fait connaître pendant la Commune de Paris. Si vous connaissez pas la Commune de Paris, c'est très simple. Comme je l'ai déjà dit, en 1870, hein, vous le savez sûrement, il y a eu une guerre entre la France de Napoléon III et la Prusse, donc qui n'était pas encore l'Allemagne, la Confédération du Nord, Confédération germanique, donc du roi du roi de Prusse Guillaume I, et de donc le chancelier Bismarck. Donc ça a été une énorme défaite pour la France, la fin de l'Empire, le début vraiment de la République, je veux dire qui s'installe vraiment, et donc la proclamation d'un nouvel État, l'Allemagne, donc qui causera quelques petits problèmes à la France par le futur. Et donc, la Commune de Paris, qu'est-ce que c'est? C'est à Paris, les gens, ils se faisaient défoncer par les Prussiens, il y avait une république qui se mettait, enfin, les gens, ils en avaient marre, quoi. Et voilà, ils voulaient de meilleures vies. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, des ouvriers artisans, ils se soulèvent contre le gouvernement d'Adolphe Thiers, donc les Républicains. Et donc voilà, Adolphe Thiers, ils sont des membres du Conseil de la Commune, donc ça devait se faire un truc plutôt démocratique. Déclaration française, séparation de l'Église et de l'État. Je rappelle qu'elle s'est faite en 1905 en vrai. Alors donc là, il y avait de l'avance, instruction laïque et gratuite et obligatoire, donc ça c'est les lois Ferry dans les années 1880, amélioration des conditions de travail, ça on peut dire que c'est le Front populaire en 36, donc vous voyez, ça ils ont été très précurseurs, la Commune de Paris. Voilà, démolition de la colonne Vendôme, ils ont aussi détruit le château des Tuileries, ça c'est quand même bien triste parce que le château des Tuileries c'était quand même un super château. Voilà, et donc ça s'est fini dans une semaine sanglante avec Thiers et Gambetta qui ont un peu calmé tout ça parce que c'est un peu des gauchistes quoi. Et donc ça a eu une énorme regardez ça, c'est quand même beaucoup ça. Et donc ça a eu de grandes conséquences parce que ça a choqué toute l'Europe et ça a permis au communisme d'être encore plus populaire. Marx en a profité parce qu'il était encore en vie à ce moment-là. Et donc après il y a eu la suite, le communisme, tout ça, l'URSS, Seconde Guerre mondiale, bref. Donc le mouvement ouvrier, voilà, c'était quand même un mouvement très important de l'histoire du XXe siècle. Et donc, qu'est-ce qu'on a? La journée de 8 heures. La journée de 8 heures, ouais, voilà. Un slogan 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de repos, lancé par Robert Owen en 1817. C'est vrai que ça permet de faire une division par 3 plutôt intéressante, quoi. On dort, on travaille et on s'amuse. Première réglementation, travail des enfants, parce que les enfants, ils travaillent à fond, hein, je crois. La
la loi qui interdisait le travail des enfants, enfin, qui limitait le travail des enfants, c'était en 41 en France. Les femmes et les enfants obtiennent la journée de 10 heures en 47. Enfin, en France, loi des 10 heures instaurée par l'abolition de 1848. Deuxième République, l'occasion centenaire de... Voilà, et donc, qu'est-ce qu'on a d'Australie à la vie de la Première Guerre mondiale, la durée légale du travail pour les pays industrialisés quand il existait toujours de 10 heures, voire 12 ou 14 heures en France. C'était à 100 ans, vous imaginez vivre, vous vous réveillez, vous êtes dans le corps d'un mec en 1917. Non, on va pas dire 1917 parce que c'est la guerre, donc c'est différent. On va dire en 1912. Vous travaillez, comme des fous, même si vous êtes jeune. Ça doit être tellement différent d'aujourd'hui. Ah, le monde change vite ces temps-ci, donc préparez-vous au futur. Ne vous attardez pas trop sur ce qui se passe actuellement, ça peut toujours changer, ça va changer. Et comme 1917, dès la révolution d'octobre, le gouvernement bolchevique a instauré la journée de 8 heures, évidemment, et aussi était en avance. Et durant l'entre-deux-guerres, cette législation se met en place dans les pays industrialisés. Émerge l'idée d'une législation internationale. Le gouvernement Clemenceau crée une grève générale, ratifie la loi des 8 heures, et donc une journée chômée. Fait du 1er mai, une journée chômée. Donc ça fait il y a pile 100 ans. Il y a pile 100 ans, on travaillait pas le 1er mai. Donc moi je trouve ça quand même plutôt intéressant. Vous imaginez travailler aujourd'hui là? Là vous avez la flemme concrètement. Donc remerciez ce bon vieux Clemenceau parce qu'en plus d'avoir fait gagner la guerre, bon, est-ce que c'est vraiment lui qui l'a fait gagner? On s'en fiche. Eh ben il nous a aussi donné un jour férié. Ça c'est quand même plutôt sympa. Donc voilà. Tout. Seconde Guerre mondiale. Ah oui, parce que il faut savoir que donc, vous savez, la fête du travail, cette bonne vieille fête du travail. Avant, c'était la fête des travailleurs, sauf que en 1941, il y avait le maréchal Pétain au pouvoir. Et lui, il aimait pas trop les travailleurs parce que ça faisait un peu coco quoi. Et à l'époque, on aimait pas trop les cocos. Et du coup, il a décidé de faire ça, de dire que c'était la fête du travail parce que comme ça c'était en rapport avec avec la devise travail, famille, patrie. Donc, refus du capitalisme et du socialisme, et donc une troisième voie fondée sur le corporatisme. Donc voilà. Et donc voilà. Avant, le 1er mai, on achetait du muguet, évidemment, mais on achetait aussi de l'églantine rouge. Sauf que personne ne se souvient de l'églantine rouge. Et pourquoi personne ne s'en souvient? Euh, c'est parce que Pétain a décidé d'enlever l'églantine et de laisser que le muguet. Parce que l'églantine rouge, c'était associé à la gauche. Vous vous rendez compte? Enfin, c'est c'est quand même intéressant, quoi. En fait, tout le monde a oublié les galantines juste pour une histoire de couleur. C'est super triste pour elle, quand même, quand on y pense. Donc, bref, voilà, c'est. Voilà, l'effort du 1er mai, regardez là, elle est quand même un peu rouge. Du coup, ça le faisait pas, quoi. Ça le faisait pas. Même les hommes politiques achètent du muguet. Bah, ça, c'est quand même bien beau. Voilà. Début du XXe siècle, le frère brun de muguet, symbole du printemps en Île-de-France. Muguet remplace l'églantine et voilà, impose le muguet qui a retrouvé couleur rouge. C'est quand même intéressant. Donc, vous pouvez voir que le muguet est quand même fêté, enfin le 1er mai est fêté quand même et dans énormément de pays, la majorité, enfin l'extrême majorité même. Et eux, on s'en fiche. Bon, le 1er mai, c'est pas que ça. On a aussi l'acte d'union. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Je sais pas si vous savez, mais ça a été donc l'alliance du Royaume d'Écosse et du Royaume d'Angleterre. Alors déjà, on va faire un petit point très clair. Parce que souvent, le problème, ce qu'on a avec le Royaume-Uni, c'est qu'on dit souvent les Anglais, puis après c'est la Grande-Bretagne. On est un peu perdu, on peut les appeler par plein de trucs différents, parce que bon, la France c'est la France. Cette île en forme de bite, on peut l'appeler par plein de façons différentes, donc c'est chiant. Donc je vais m'occuper de tout arranger. Suivez le curseur. Ici, c'est l'Écosse. Ici, c'est l'Irlande. Ici, voilà, ici, c'est l'Angleterre. Et ici, c'est le Pays de Galles. Ce qu'on appelle la Grande-Bretagne, c'est cette île. Voilà. Et ce qu'on appelle le Royaume-Uni, c'est cette île, donc qui comprend donc le Pays de Galles, l'Écosse, l'Angleterre, plus l'Irlande du Nord. Et si on veut appeler tout ça, on dit les îles, c'est les îles britanniques et irlandaises. Je suis pas sûr de ça, mais oui, faisons attention. Royaume-Uni de Grande. Voilà. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'à un moment, le Royaume-Uni était comme ça. Voilà, c'était le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande.
jusqu'en 1921, parce que ensuite l'Irlande est partie, mais a laissé quand même l'Irlande du Nord. Donc voilà, ça a été un acte d'union hyper important. Enfin, vous vous rendez compte quand même, l'Écosse, elle existait depuis 800 ans, l'Angleterre depuis 700 ans, des nations si vieilles, et d'un coup elles s'unissent entre elles. C'est n'importe quoi. Imaginez la France avec l'Espagne. Il y a plusieurs centaines d'années, c'est l'Italie avec l'Autriche, je sais pas, les pays scandinaves entre eux. Bon, ça c'est déjà fait, mais vous voyez quand même, c'est toujours intéressant de se dire ça, parce que si en 1500 on avait dit aux Écossais, aux Anglais qu'ils seraient ensemble, je sais pas s'ils auraient bien réagi. Donc c'est toujours intéressant de voir que l'histoire peut nous réserver tout le temps plein de surprises, et qu'aujourd'hui, ça paraît évident que l'Écosse et l'Angleterre soient ensemble, alors qu'avant ça n'était pas du tout. Et vraiment pas du tout. Donc ne l'oublions pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Premier match officiel de l'équipe de France de football face à la Belgique, match nul 3-3. Quand je rappelle, hein, l'équipe de France de football avec pour emblème le coq gaulois, pour couleur bleu, blanc, rouge, surnom les bleus et tricolores, avec pour stade le Stade de France, sélectionneur actuel Didier Deschamps, capitaine Hugo Lloris. Donc premier match 3-3 contre la Belgique, le 1er mai 1904. Donc ça fait quand même pas mal de temps, mais c'était il y a pile 115 ans. C'est ça. Plus large victoire 10-0, plus large défaite 17-1. Ça fait quand même mal 17-1. Ah, en fait, l'équipe de France 10-0, elle pourrait faire mieux quand même, non? Parce que par rapport à 17-1, ça fait quand même bien mal, hein. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? La planète naine Pluton reçoit son nom officiel. Ah. Bon, évidemment, on dit la planète naine, hein, parce que comme vous le savez, bon, vous devez le savoir, mais Pluton, c'est plus une planète depuis une dizaine d'années, je crois. Voilà, parce qu'en fait, le truc, c'est on venait de trouver un autre satellite, enfin, une autre planète, un astre, comme Pluton, mais qui était encore plus gros. Du coup, ça faisait une nouvelle planète en plus, et c'était chiant. Et donc, on a préféré l'enlever et dire que c'était une planète naine. Faut savoir que la Russie est plus grande que Pluton, donc ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal pour Pluton. Mais Pluton, c'est quand même une belle planète, hein, qui porte le nom donc de Pluton, qui est le dieu de la mort dans la mythologie. Dans la mythologie romaine. Enfin, grecque, mais enfin aussi romaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Inauguration de l'Empire State Building par le président Hoover. Est-ce que vous connaissez le président Hoover? Personne ne connaît le président Hoover. Pourquoi? Parce qu'il n'a été élu que 4 ans, et parce que, en fait, voilà, En fait, tout le monde connaît Roosevelt qui est allé juste après. Pourquoi? Parce que Hoover, elle a essayé de réagir à la crise, hein, pile en 29, sauf que était critiqué pour son inaction, sans grand succès. Donc ça a un peu foiré, donc président pendant 4 ans, alors que Roosevelt, président pendant 12 ans, le New Deal, tout ça, une grosse politique de relance, ça a fait du succès, la Seconde Guerre mondiale, il a tapé les nazis, voilà, tout le monde connaît Roosevelt. Donc Hoover, c'est ce qu'on appelle un loser de l'histoire, voilà. Donc l'Empire State Building, donc qui est quand même un bâtiment de qualité qui fut donc le bâtiment le plus haut du monde. Hein, faut savoir ça. Ouais, parce que avant, il me semble, c'était la Tour Eiffel, donc depuis 1889, qui est restée pendant 40 ans, puis l'Empire State Building l'a battu. Enfin, aujourd'hui, ça l'est plus. Aujourd'hui, c'est le Burj Khalifa, si je crois bien. Donc, voilà, c'est quand même un super bâtiment qui représente bien la ville de New York. Après, des bâtiments qui représentent la ville de New York, il y en a pas mal. Bon, bah écoutez, on va se finir là. On a fait une grande partie donc sur la révolution industrielle, et retenez ça, vous pouvez retenir qu'elle a débuté au Royaume-Uni, puis qu'elle s'est étendue un peu en Europe, puis vraiment là, comme ça, en Allemagne, Japon, et donc Japon même sur d'autres continents que l'Europe. Il n'y a pas que l'Europe dans la vie. Semaine sanglante, retenez la Commune de Paris, le drapeau rouge, tout ça, qui est un drapeau des mouvements ouvriers, la semaine de 8 heures, la journée internationale du travail, les fusillades, tout ça, le fait que le 1er mai n'est pas fêté, par exemple, ici, donc le Royaume-Uni avec l'Écosse, tout ça, l'Union, voilà, l'acte d'union de 1707, l'équipe de France de football aussi, retenez ça, c'est quand même son premier match, voilà, contre la Belgique, hein, une petite égalité, ça fait plaisir, hein. Pluton, donc voilà, une planète de qualité, même si elle est petite, hein, c'est pas une raison. Delano Roosevelt, donc un homme de qualité. Hoover, un peu un perdant, mais c'est pas grave, on l'aime quand même. Empire State Building, c'est cool aussi. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter là. Si vous avez aimé la vidéo, vous lâchez un pouce bleu, vous vous abonnez, vous faites des bisous. Moi, je vous aime. Je suis désolé d'être un peu absent, mais maintenant, je suis de retour. Bisous!